Et lorsqu'on parle de la malnutrition en particulier, qui est due à une carence en vitamines et en minéraux importants, ça fait environ 2 milliards de personnes dans le monde. 2 milliards, donc environ un quart de la population mondiale. Et comme vous pouvez l'imaginer, les effets de cette malnutrition chronique, ils sont dévastateurs sur les enfants notamment, parce que si durant les 1000 premiers jours de leur vie, ils manquent de ces vitamines et de ces minéraux très importants, il y a des conséquences qui les suivent jusqu'à la fin de leur vie. Et ces conséquences notamment, il y a des retards de croissance et des limitations des capacités intellectuelles. Et pour des pays qui cherchent à se développer, c'est rédhibitoire et c'est dévastateur parce que les enfants qui doivent grandir et aider au développement des pays doivent faire face à ces conséquences qui sont dues à la malnutrition qui les a affectés pendant les premiers jours de leur vie. En plus des crises successives alimentaires auxquelles l'Afrique a eu à faire face ces dernières années, le monde entier a fait face à la crise du Covid et à peine nous sortons de cette crise, il y a un contexte international marqué par des tensions géopolitiques qui ont abouti au conflit en Ukraine et qui a apporté avec lui sa cohorte de conséquences, notamment l'inflation. Donc aujourd'hui, on le dit souvent, la vie est chère, de plus en plus chère, le panier de la ménagère devient de plus en plus cher et ça affecte le premier besoin de base pour nous tous qui est de manger. Donc comment faire pour que tout le monde mange à sa faim? Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet qui préoccupe la plupart des dirigeants du monde. Et tout récemment, le 11 octobre dernier, à Washington, s'est tenue une réunion sur le sujet. Réunion à laquelle a participé notre chef de l'État et où des approches de solutions ont été proposées. Donc, pour discuter de cette problématique aujourd'hui qui est, ma foi, importante pour chacun d'entre nous, nous avons tous besoin de manger au quotidien. Pour discuter de cette problématique, nous avons avec nous, je dirais, les personnes idoines, parce que nous avons un représentant de Monsieur Tout-le-Monde, un représentant des consommateurs, Monsieur Agboka, qui est à l'extrême gauche. Nous avons un représentant des autorités publiques, Monsieur Bouab, qui est à ma gauche. Et enfin, un représentant du secteur privé, Monsieur Glé, qui est à ma droite. Donc je vais laisser les illustres panélistes se présenter avant que nous attaquions la problématique de la journée. Nous allons commencer par la gauche, Monsieur Agboka. Merci, Monsieur Kouari. Donc, je me nomme Léon Agboka. Alors, je disais donc que je suis Léon Kofi Agboka, ingénieur en santé environnementale, et je suis le représentant du vice-président de l'ATC à cette plateforme. Merci. Bonjour à tous. Je suis Alex Pantébois. Je suis le chargé de mission du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Entendez agriculture, développement rural, la production en général et tous les aspects qui entrent dans le changement de l'écosystème rural, donc dans nos milieux un peu plus reculés qui sont différents de nos milieux. Voilà. Mon nom est Glé Kossi Anotepe, je vous salue. Je suis un ancien des Nations Unies, précédemment vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ici, maintenant président du regroupement des industries du Togo. Merci. Très bien, merci chers panélistes. Alors la première question que nous allons vous poser, ça consiste à poser le problème. Quel est l'état du Togo en particulier aujourd'hui pour ce qui concerne ce problème de la cherté de la vie, de la cherté du panier de la ménagère? Où en sommes-nous aujourd'hui précisément? Je vais commencer par le représentant. Nous allons commencer par le représentant des consommateurs, Monsieur Agboka. Merci, M. Kouari. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, vraiment, le problème de la cherté de la vie, et ça frappe tous les Togolais.
nous sommes tous concernés et toute la population, c'est un problème que vraiment qui nous secoue. Et si on compare rapport à qui est assez explosif au vu de tout ce qui peut porter atteinte à nos systèmes alimentaires. Et donc, à partir de... Je suis le gouvernement. En tout cas, ces deux pays sont l'un de nos grands pourvoyeurs d'intrants. Et l'engrais aujourd'hui dans notre système agricole est un intrant très important parce qu'il impacte les rendements de nos productions à cause de nos sols qui ne sont pas assez fertiles. Il y a la crise même régionale ici qui a créé nombre de déplacés qui sont pour la plupart des producteurs. Je veux dire nos pays voisins du Sahel et récemment dans la zone extrême nord de notre pays où il y a eu quelques attaques. Ce sont des bras vaillants qui ont été en tout cas enlevés des systèmes de production. Vraiment pour impacter aussi vraiment tout ce qui est de nos approvisionnements. Les chaînes logistiques ont été assez rompues et sont en souffrance à cause de la Covid. Pour quelqu'un qui veut comprendre simplement, vous voyez en tout temps où nous étions sous pression de la Covid, les frontières ont été fermées et tout ça. Le fret pour l'importation des produits, il a augmenté et en conséquence, tout ceci va un peu rarifier la disponibilité d'un produit alimentaire. Je crois que je fais face à un partenaire étudiant ici. Les produits deviennent rares, les prix sur le marché, ça augmente. Et c'est un peu ça qui est la situation actuelle, comme monsieur le représentant de l'ATC le disait, alors que nous n'avons pas un revenu assez élevé pour rendre en sorte que cet impact-là. Donc du coup, ça rend fragile en tout cas notre sécurité alimentaire et nutritionnelle qui déjà n'est pas encore au top. Néanmoins, au niveau du gouvernement, tout ceci est pris en compte. En tant que technicien du ministère de l'Agriculture, nous avons mesuré ensemble le problème et les autorités ont pris beaucoup de dispositions, en tout cas. Oui, nous parlerons des dispositions. D'accord. Depuis 2020, pour que chacun puisse prendre conscience de la réalité de la situation. En tout cas, les solutions sont là, elles sont envisagées, nous en parlerons. Merci, M. Bouraï. Merci, M. Bois, pour cet exposé. Bien évidemment, nous parlerons des approches et solutions dans un petit moment. Vous avez mentionné tout à l'heure l'augmentation des taux de fret. Donc, je pense que ça fait une transition parfaite vers M. Glé, qui représente le secteur privé. Je suis sûr que ça fait partie des effets que eux aussi ressentent et qui conduit à la cherté des denrées de première nécessité. M. Glé, vous avez la parole. Merci bien. Je voudrais simplement dire que nous avons été tous surpris par ce brouillage et qui a trait à l'alimentation. Quand vous voulez vous alimenter, vous remarquez qu'il y a des problèmes autour de cela. C'est parce que dans la chaîne d'approvisionnement, eh bien, il y a des problèmes. Il y en a qui ne sont plus disponibles, qui ne sont plus appropriés, qui ne peuvent plus arriver jusqu'à nous. Comment c'est arrivé? C'est parce que notre pays, comme tout autre pays en international, on se tient dans une chaîne de production et d'approvisionnement. Cette chaîne se brise
Elle est brisée d'abord par le Covid et puis elle est maintenant brisée par les événements qui ont lieu dans certains pays au nord. Comment faire maintenant pour remettre les choses en place? Mais je dirais dans un premier temps que c'est une opportunité pour prendre conscience de notre faiblesse, pour être un peu plus résilient. Moi, c'est comme ça que je pose la question. Nous sommes tous conscients qu'il nous manque certaines choses pour nous nourrir. Ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Comment devrons-nous faire pour arriver à nous mettre un peu plus à l'aise? Voilà un peu mon cadrage sur ce que nous avons à faire aujourd'hui. Merci bien. Merci Monsieur Glé pour votre intervention courte mais précise qui contribue à éclairer nos spectateurs sur le problème. Donc nous avons tous ensemble constaté la vie est chère de plus en plus et il est de plus en plus difficile de manger parce que déjà il y avait quelques crises existantes. Le Covid est venu s'ajouter. Et pour ne rien arranger, les tensions géopolitiques mondiales qui ont débouché sur les problèmes que nous connaissons ont renchéri le prix des engrais qui sont des intrants importants qui nous permettent de produire la nourriture que nous mangeons au quotidien, d'autant plus que les importations deviennent de plus en plus chères dans un contexte mondial marqué par une inflation galopante. Donc le tableau étant ainsi posé, Monsieur Glé, je vais me retourner vers vous, puisque vous avez introduit la question des solutions, parce que nous sommes maintenant conscients de nos faiblesses, non seulement de nos faiblesses, mais de nos forces, parce que nous en avons aussi. Étant conscients de tout ça, comment est-ce que nous pouvons faire pour commencer à régler le problème et s'assurer que tout le monde puisse manger à sa faim, ce qui est une des bases fondamentales du développement de nos pays? Merci encore une fois. Je dirais que quelquefois, quand des situations pareilles nous viennent, il faut les retourner en notre faveur. C'est de là qu'on parlera de résilience. C'est-à-dire celui qui est croulant, mais qui peut sauter de son point de malaise à un point de confort, c'est lui qu'on appelle l'homme résilient. Tout le monde a ça. Maintenant, nous sommes face à des difficultés pour la première chose, nourrir sa vie. Or, pour se nourrir, on doit se rapprocher de l'agriculture. Et nous avons la terre ici, et nous avons une culture, c'est-à-dire une manière de vivre. Je crois que tous les Togolais ont été nourris par du haricot, du manioc agbelira, du gari, et puis du riz, ainsi de suite, de l'huile rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais avec l'approche de notre vie scolaire et les connaissances extra-togolaises, nous avons choisi de manger aussi du caviar, de boire du vin et non du vin de palme, du vin fabriqué surtout aussi par de la pamplemousse. Mais nous évitons de manger pratiquement ce qui est de chez nous. Ça, nous devrions en prendre conscience parce que ces choses-là sont disponibles. Sauf que leur transformation les rend un peu plus chiffrés. C'est-à-dire, les prix ont été rehaussés. J'allais dire pour le prix que l'économie est la transformation de l'énergie. Quand vous prenez celui qui a fabriqué des biscuits en manioc, il a utilisé une sorte d'énergie. Ça peut être l'électricité, ça peut être du gaz, ça peut être du pétrole. La transformation de ce gaz, de ce pétrole, ou bien ainsi de suite, nous amène à l'économie. À l'économie, c'est-à-dire vous transformez, le pétrole vous aide à transformer le manioc pour arriver au gari et vous amenez le gari à la consommation, c'est-à-dire vous avez un équilibre de prix et du produit. Mais c'est à base d'une énergie. Cette énergie-là manque. Et si nous prenons par exemple au Togo, ce qu'on appelle les coûts de production, les facteurs de production, il y a dans ça l'électricité,
il y a l'eau, il y a le téléphone, tout ce qui permet à un producteur de faire son affaire et de sortir avec un produit. Malheureusement, le principal qu'on utilise, c'est le pétrole. Et le coût du pétrole a augmenté. Il y a des structures qui utilisent aussi le pétrole ou le gaz pour produire l'électricité que nous utilisons partout. Cette électricité-là a augmenté aussi. Et c'est pourquoi, d'une façon ou d'une autre, les intrants, les choses, les matières premières qu'on utilise pour produire, pour rendre un produit sur le marché, ces matières premières-là ont augmenté de coût, de valeur. Ce qui veut dire que celui qui produit ne peut pas ne pas augmenter le coût de son produit, parce que les intrants sont devenus plus chers. En première théorie, c'est cela qui expliquerait pourquoi les produits sont si chers sur le marché. Maintenant, revenons à nous-mêmes. Est-ce que nous avons pris conscience de ce qu'il faut faire pour réduire un peu le coût des produits sur le marché? Sûrement oui, sûrement non. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes que des consommateurs, des acheteurs. Très peu sont des producteurs. Mais les producteurs que nous sommes, nous sommes organisés chacun de son côté. Or, dans les chaînes d'approvisionnement qui nous viennent de l'extérieur, de l'Europe par exemple, ils sont organisés en chaînes de valeur. Ma valeur, je l'ajoute à votre valeur, elle l'ajoute à sa valeur, ainsi de suite. Et cela semble réduire le coût de la production, mais introduit aussi immédiatement la qualité. Le Togo, par rapport à ce que je viens de dire, essaye petitement d'arriver à ça. Je prends par rapport à la production des ananas. Le ministère de l'Agriculture, avec quelques partenaires, a mis en place une chaîne de valeur. C'est-à-dire, il y a à un moment donné, moi, je fais la transformation, l'autre, il fait la production et quelqu'un d'autre fait l'emballage. Chacun de son côté, produit une chose pour son prochain. Je sais que ce que je produis, mon prochain qui est là, il va l'utiliser. L'autre aussi sait que si je produis, l'autre va l'utiliser. Mais nos marchés ne sont pas organisés. Ce qui veut dire que la chaîne telle qu'elle est maintenant en train de se construire au Togo, elle a que le segment du milieu. Alors qu'il y a un segment en amont, un segment au milieu et un segment en aval. Les marchés que nous avons ne sont pas aussi structurés pour respecter la valeur d'une chaîne. C'est ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, nous avons des productions qui sont là, mais elles sont en passe d'être mieux structurées pour atteindre le marché et en type de valeur, qualité et prix. Voilà un peu ce que je voudrais. Je ne suis pas le seul. Au lieu de monopoliser la parole, je parle de qualité, prix sur nos marchés. Comment on peut l'atteindre? C'est sûrement par une mise ensemble de ce qu'on appelle les valeurs ajoutées pour avoir une qualité réduite et maximale avec un prix réduit. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci Monsieur Glé, nous aurons le temps de revenir vers vous, toujours dans le débat autour des solutions. Alors très concrètement, une des solutions, une des approches proposées par le secteur privé, c'est l'organisation en chaîne de valeur qui va permettre non seulement d'augmenter la qualité, mais de réduire le coût. Ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui, si je m'en tiens à ce que vous avez expliqué, et nous sommes en train d'essayer d'arriver vers là. Alors je vais maintenant me tourner vers Monsieur Bouab, pour avoir l'angle aussi des autorités, parce qu'il avait déjà introduit les approches de solutions que les autorités ont commencé à mettre en place depuis un petit moment déjà. Merci, M. Kouvaé. En tout cas, ce que je peux d'abord dire pour commencer, c'est le fait que lorsqu'on est malade et qu'on arrive à poser bien le diagnostic, nous avons le remède.
si il n'a pas été établi que j'ai du palu, on ne peut pas me faire une cure de paludisme. Donc, je crois que monsieur Glé est allé énormément dans les détails qui ne sont pas mal connus de tous. En même temps, établi comme ça, les autorités, par le biais de la feuille de route, ont proposé, en tout cas, la feuille de route 2025, c'est une stratégie du gouvernement qui va échoir en 2025, mais avec toute une armada de solutions à ces difficultés auxquelles nous faisons face, qui puisse ouvrir définitivement notre pays vers les portes de l'émergence. Donc, à travers cette feuille de route, il y a un projet, le projet P12, qui est l'un des 4 projets dédiés au ministère de l'Agriculture. Et à travers ce projet, il faut vraiment, pour conclure en termes d'objectifs, rendre disponible de la nourriture pour tous, mais à travers l'amélioration de la productivité. Nous savons aussi que nos terres ne sont pas extensibles. Et donc, l'amélioration de la productivité part d'abord de l'optimisation de l'utilisation des facteurs de production dont M. Glé vient de parler, c'est-à-dire l'utilisation à dose juste des différents éléments qui vont entrer dans la production sans faire de perte. Et sur ce, notre agriculture aujourd'hui n'est pas encore une agriculture moderne. C'est une agriculture où les pratiques, bien qu'intermédiaires à certains endroits, sont encore des pratiques, en tout cas assez rudimentaires. Et l'un des grands leviers aujourd'hui, c'est la mécanisation. Pour arriver à cette mécanisation, il faut régler un certain nombre de petits problèmes. Parce que, en moyenne, nos producteurs, qui sont aujourd'hui autour de 1,6 million, en moyenne, lorsque tu prends un agriculteur, il exploite un demi-hectare. S'il faut utiliser la mécanisation, est-ce que on va mobiliser un tracteur pour aller labourer un demi-hectare et le faire repartir si nous avons des ambitions de réduire les coûts de production? Non. Donc, sur cet aspect, le gouvernement a établi quand même un programme de création des zones d'aménagement agricole planifié. Et ces zones-là, c'est une unité de production qui fait en moyenne 100 hectares. Et il est prévu d'ici 2025 qu'on puisse avoir 400 ZAP. Nous appelons ça communément ZAP, zone d'aménagement agricole planifié. Et 400 ZAP. Et ce projet, la première ambition, c'est de mettre les jeunes au service, que ce soit le service agricole, que ce soit les services des métiers. En tout cas, ça touche presque tous les secteurs. Et lorsque ces jeunes-là seront, en tout cas les jeunes délaissés qui ont quitté les bancs, ce sont les plus en même de tomber dans les facilités que ces terroristes-là offrent pour, en tout cas, semer de la dynamite dans le, voilà. Donc, il y a quelques petites ZAP qui sont prévues pour cette zone-là. Et au total, il est prévu 40. Nous en avons déjà fait une dizaine. Ça ne fait pas partie des comptes dont je parlais. Donc, les chiffres sont bons parce que
Ça a commencé à partir de 2020. Et lorsque nous évaluons les rendements, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce que c'est sur plusieurs spéculations. Lorsque nous évaluons les rendements, nous sentons une amélioration nette des rendements sur ces apps-là par rapport aux autres fermes qui sont en tout cas à la charge des producteurs. Donc voilà un peu de façon ramasser quelques éléments que je peux vous donner en termes de chiffres. Merci. Merci beaucoup, M. Bois, pour le partage. On vient d'écouter le représentant du secteur privé et ensuite le représentant des autorités publiques. Et l'exposé semble très rassurant. Donc, on a l'impression que tout va bien, ou presque. Mais nous allons écouter le représentant de la LCT pour nous donner l'angle de perception du consommateur lambda. Monsieur tout le monde, vous et moi. Monsieur Aboka. Merci, Monsieur Kouvaré. Et je voudrais aussi remercier mes prédécesseurs du secteur public et secteur privé et pour tout ce qu'ils font dans leur secteur respectif pour avancer la situation. Bon, maintenant, en tant que consommateur, d'abord le grand problème est qu'il faudra que nous, on s'intéresse davantage à ce que nous produisons chez nous ici. Et par exemple, en ville, le petit déjeuner d'un citadin aujourd'hui, il faut voir du thé au chocolat, du chocolat, du lait, et comment dirais-je, des sandwichs, tout ce qu'il y a de la boulangerie. C'est vraiment une bonne chose. Mais étant donné que les revenus ne sont pas au rendez-vous, c'est l'occasion qu'on s'intéresse. Par exemple, les produits locaux, les galets de haricots, la bouillie de maïs. Vous voyez, donc nos potes peuvent quand même supporter plus ou moins ces genres de nourriture pour notre bonheur. Et ensuite, nous allons aussi nous intéresser, en ce qui concerne les producteurs, à l'agriculture biologique. Le représentant du ministère de l'Agriculture a vraiment parlé des engrais minéraux. C'est bien, mais posons-nous la question de savoir, est-ce que les engrais là n'ont pas des effets indirects sur notre santé? Vous voyez, c'est pour cela que, en août dernier, la JVE, la Journée volontaire en environnement, ils ont organisé une formation mondiale dans le Pelé. Les gens sont venus du monde entier et ils ont même acheté ou bien donné du matériel agricole aux producteurs. On leur a montré comment on fait le compost. Et il a été dit que si vraiment on respecte les conditions, l'engrais biologique nous produit mieux que les engrais minéraux. Donc l'ATC aussi, à la fin du mois passé, nous avons aussi travaillé à l'INFA de Tové. On a sensibilisé les étudiants afin qu'ils puissent encourager sur le terrain la population à s'adonner à l'utilisation de l'engrais biologique parce que c'est pour notre bonheur. Donc vraiment c'est très très important. Et on a vu dans des zones au Togo ici, des gens ont préparé des terrains, mais ils ont de l'argent pour acheter de l'engrais, mais il n'y a pas d'engrais. Vraiment c'est scandaleux. Et si on veut toujours attendre l'engrais, donc tous ces facteurs font que les prix des produits, des denrées, des produits de première nécessité montent. Donc, et cela conduit aussi le producteur à s'intéresser aux cultures de rente, notamment le soja aujourd'hui. Le soja qui est à la mode. Vous voyez, le soja, les gens financent, de même que le sésame et tout autre. Et vous savez que vous arrivez dans certaines zones, dans les produits vivriers, il n'y en a pratiquement plus. Et si nous prenons certains villages au nord de Tababé, Mauretan par exemple, j'ai un frère qui a travaillé là-bas, disons courant avril, le maïs même, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens sont obligés de venir à Nimansela le jour de marché pour acheter, pour s'approvisionner en maïs. Ce n'est pas normal que nous vivions dans les contrées ruraux ou rurales et que du coup, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des céréales à notre disposition. Et ce n'est pas bien. Et ensuite, ce qui fait aussi que les produits montent, il y a les commerçants véreux qui créent la rareté artificielle. Vous voyez, la spéculation. Donc, ils stockent des produits et les cachent afin que le prix monte et qu'ils puissent tirer de grands profits. Ce n'est pas normal. C'est l'occasion aussi que nous, en tant que citoyens, nous puissions encourager, n'est-ce pas, à la solidarité, l'esprit de
solidarité, cet esprit tend à disparaître. Ce n'est pas bien. Si nous, on va faire de grands profits aux grandes dames de nos concitoyens, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Et nous voulons aussi encourager le gouvernement, en fait, le féliciter pour cette politique de consommer local. Le mois de consommer local vient de finir. Et si nous nous intéressons vraiment aux produits locaux, et comme l'a dit le secteur privé, et les emballages, les conditions, c'est ça qui fait que ça revient de fois cher. Mais si on s'y intéresse, donc les commandes seraient faites en grande quantité en matière d'emballage, et les prix aussi vont rabaisser. Non seulement ça, les produits locaux sont des produits naturels. Et naturellement, ça ne peut pas vraiment agir négativement sur notre santé. Et le gouvernement aussi a mis sur pied le plafonnement des prix. Et vraiment, il faudra que les contrôles, comme les communiqués le disent, que vraiment soient réels et sur le terrain, afin que les spéculateurs soient découragés et que les prix reviennent aussi à la normale. Et le gouvernement, le ministère du Commerce a initié la fabrication, n'est-ce pas, du pain et des produits de boulangerie à base de nouveaux produits locaux. Et c'est aussi une bonne initiative. Et ce sont des initiatives à encourager. Et comme cela, avec le temps, on n'a plus besoin toujours d'avoir des matières premières d'importer. Comme ça, au moins, on peut accéder à ces prix, à ces produits facilement et sur le terrain. Je vous remercie. Merci, M. Aboka. M. Bouab souhaite réagir, mais avant, je rappelle que les questions peuvent être prises en ligne. Si des gens ont des questions à poser, ils peuvent les prendre en ligne. Et ces questions seront normalement transmises après pour que les panélistes puissent y répondre. Juste avant, nous allons continuer les échanges. Avant de revenir à vous, M. Glé, M. Bouab souhaitait réagir à quelques points de ce que M. Aboka vient de dire. Oui, très heureux de M. Aboka. Il a dit beaucoup d'éléments dont je n'ai pas voulu faire cas. Et vous êtes revenu là-dessus, c'est tant mieux. Mais je voudrais quand même, face à une situation de contingence, qu'on puisse mettre une ligne de démarcation entre les réactions d'urgence et les aspects liés à la durabilité. Donc je veux parler là de la question des engrais qui, à un moment donné, je ne peux pas parler du ralentissement des chaînes d'approvisionnement par rapport aux engrais, mais j'appelle ça rupture. C'était une rupture de la chaîne d'approvisionnement liée aux engrais parce que pour cette campagne précisément, le gouvernement a su anticiper malgré la flambée des prix en mobilisant à temps les engrais. Tout autour de nous, vous pourrez comprendre que nos voisins, la plupart ont utilisé de l'engrais coton qui contient des métaux lourds et tout ça, nuisibles à la santé. Nous avons pu mobiliser les engrais vivriers parce que le gouvernement a tellement anticipé et à un moment donné, cette chaîne-là a failli souffrir parce que si le fret n'était pas déjà parti, les fournisseurs même commençaient par spéculer sur les engrais, puisqu'ils ont signé un contrat avec toi, l'autre vient, on monte les enchères, et du coup, toi, tu n'en as plus. Quitte à payer les dommages, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, pour ce qui est de l'agriculture durable, il venait de parler de l'agriculture biologique, en tout cas tous les aspects liés à l'agriculture intelligente, les aspects liés à, en tout cas, une agriculture qui prend en compte l'environnement. C'est en train d'être développé au niveau du ministère de l'Agriculture aujourd'hui parce que des contacts ont été pris déjà avec des fournisseurs d'engrais biologiques, engrais organiques, et nous sommes en train d'avancer dedans. Mais face à l'urgence qui prévaut, dans le temps, dans le délai, il faudrait vraiment que les gens mangent à leur faim. Et manger à sa faim, c'est pouvoir trouver ces engrais-là.
En réalité, nous avons pour cette campagne mobilisé, en tout cas sous la haute clairvoyance de nos autorités, dans l'anticipation, ils ont pu mobiliser 93 000 tonnes engrais vivriers pour cette campagne, alors que le Togo ne consomme qu'en moyenne autour de 50-60 là. Mais c'est nous-mêmes qui sommes les maux de notre pays, dans la mesure où notre engrais qui a été subventionné, en tout cas pris au port ici, un sac d'engrais dans notre pays devait coûter 31 000 francs. C'est de l'engrais vivrier. Mais le gouvernement a subventionné ces engrais-là pour les distribuer à 18 000 francs à nos producteurs. C'est les mêmes producteurs qui préfèrent, pour gagner 1 000 francs et 2 000 francs sur un sac d'engrais, se mettre en relation avec, en tout cas, vous veniez de dire, des commerçants véreux qui collectent ces sacs-là et amènent vers les pays voisins. C'est comme si l'État avait mis la main à la poche pour s'occuper des citoyens de nos voisins. Et vraiment, ça, beaucoup de mesures ont été prises pour ralentir cela, mais ça a été quand même fait. Et vraiment, c'est le lieu aussi de nous appeler à plus de citoyenneté, parce qu'un pays qui a faim, il n'y a rien. Lorsqu'un pays a faim, c'est l'origine de toutes les crises. Merci. Merci M. Bois pour très intéressante remarque. Nous allons passer maintenant à M. Glé, qui a quelques observations à faire aussi. Je voudrais dire que, au vu de ce qui se passe, moi j'ai fait une expérience personnelle. J'ai voulu vendre de l'ablo, con, et puis du thé. Et comme je vous le dis, j'informe des gens que je connais, ils en rient. Ils se moquent de ça. Monsieur Glé, vous voulez vendre du con? Mais vous vendre du con? Ce n'est pas dit que moi je vais aller m'asseoir à côté, mais je veux organiser ça. Pour promouvoir ce produit-là, est-ce que ça doit faire honte de manger ce que l'on a? Non. Mais je crois que dans une situation aussi difficile que celle que nous vivons maintenant, vendre ce que nous possédons à un prix même au-delà de la normale, mais quand même, notre prix quand même, n'est pas une honte. Je veux dire que nous avons honte aussi à exposer notre propre culture. Si nous enlevons ça, nous pouvons manger du con avec du gombo. Hein, nous avons ça tout au moins ici. Nous avons le kodoro. Nous l'avons, mais nous avons peut-être peur ou honte de manger cela au vu de tout le monde. Mais il n'y a pas de différence entre le maïs venu de Thaïlande ou bien les spaghettis venus d'Italie et le con ou l'ablo que nous pouvons manger ici. C'est pourquoi j'aimerais dire que dans cette urgence, nous pouvons nous approprier un peu de nos cultures pour manger ce qui nous appartient. Elles sont disponibles peut-être en moindre quantité, mais disponibles quand même. Et je voudrais aussi appuyer ce que disait le représentant du ministère en disant que la fraude se trouve dans nos vies, dans nos marchés. Quand de pareilles situations viennent, des gens en profitent pour frauder. Et cette fraude tue l'entreprise. Et quand l'entreprise de votre pays n'existe plus, vous devez vous atteler sur la recherche des entreprises étrangères, leurs produits. Et ça va coûter nécessairement plus cher. Je devrais aussi dire que notre université ici a un département de recherche
de développement et d'innovation. Et dans ce département, il y a des possibilités d'emballage. D'emballage qui sont faites avec des feuilles, des écorces, ainsi de suite, qui sont authentiques, mais bien, et hygiéniques, propres, bio. Aussi, il faut que je dise que nous sommes habitués au bio. Notre culture traditionnelle est biologique. Mais si vous voulez cultiver à échelle industrielle, il n'est pas sûr que vous puissiez utiliser autre chose que des engrais. Mais là aussi, nous avons la possibilité de cultiver des engrais biologiques. Nous avons les produits qui permettent de les cultiver. Nous avons ce qu'on sait qui est biologique, les produits biologiques, organiques, la bouse de vache, par exemple. Il paraît que l'urine de la vache est très excellent pour la production biologique. Et ces universités-là ont fait ces recherches qui sont disponibles pour nous. Mais en attendant que ces recherches-là soient profitables, je voudrais dire à vous tous et à nous tous qui sommes aussi dans la production à échelle industrielle que nous pouvons profiter de cette période-là pour produire les engrais biologiques qui éviteraient à l'État d'aller acheter de l'engrais non organique de l'étranger pour notre agriculture nationale que nous voulons bien biologique. Et une agriculture biologique donne des produits biologiques qui coûtent beaucoup plus cher que les produits conventionnels qui ont été produits par, disons, les engrais dits conventionnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous changions un peu de paradigme. Soyons réalistes. Maintenant que ça se passe, que ce n'est pas nous qui l'avions créé. Ce qui se passe en Ukraine et en Russie, qui nous permet de souffrir des engrais, eh bien, ce n'est pas nous qui l'avions créé. Mais par rapport à ça, nous devons vivre. Et si nous voulons utiliser des engrais, on peut en trouver ici. On peut en trouver vraiment si nous le voulons. Nous sommes en train de parler maintenant à un parterre d'étudiants qui ne sont que dans l'information. Mais par rapport à nous autres, dans l'industrialisation, nous essayons d'en parler. Mais aidez-nous à poser des questions qui puissent nous amener à produire du bio, sans engrais de l'étranger. Mais par rapport à l'engrais de l'étranger, elle se fabrique avec du phosphate. Monsieur Bouad, nous avons du phosphate. Et si quelqu'un veut fabriquer de l'engrais venu de l'étranger, nous avons le phosphate aussi ici. On peut le faire. Ça veut dire que nous avons la possibilité de rendre de la nourriture à notre population et à moindre coût. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Glé, pour ce rappel. En effet, le verre est dans le fruit. Et beaucoup de choses qui nous arrivent sont dues à certains de nos choix, de nos propres comportements. Monsieur Agboka l'a rappelé, ce que nous choisissons de manger affecte in fine les prix. Parce que nous avons le choix entre ce qui est produit chez nous et ce que nous ne produisons pas, que nous importons. Donc faire le choix de ce que nous importons, c'est faire le choix de faire sortir l'argent du pays. Alors que faire le choix de ce que nous produisons localement, c'est garder nos ressources chez nous et permettre à nos producteurs de devenir meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, si des pays comme la Thaïlande ou le Vietnam arrivent à inonder le monde entier de leur production de riz, c'est parce qu'il y a d'abord eu un soutien en interne qui a permis à leurs producteurs de grandir au point où aujourd'hui, on mange du riz thaïlandais un peu partout dans le monde. On mange du riz vietnamien un peu partout dans le monde. Donc, il faut rappeler que la même chose peut s'appliquer à nous.
nous pouvons, par nos comportements, nos choix, déjà aider à faire baisser ces prix-là, parce qu'il y a certaines dynamiques qui ne dépendent pas de nous, comme M. Glé l'a rappelé. Il y a certains problèmes qui nous sont imposés de l'extérieur, mais la question qui se pose dans ces situations, c'est comment est-ce que nous réagissons. Et c'est ce qui détermine notre résilience, qui est le premier mot du thème du panel que nous animons aujourd'hui. Alors, pour finir et avant de prendre des questions, je voudrais poser une question, enfin avant de prendre les questions du public, je voudrais poser une dernière question à tous nos panélistes. À votre avis, l'autosuffisance alimentaire, c'est un terme qu'on emploie fréquemment. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de réaliste pour un pays comme le Togo? Est-ce que vous pensez que nous pouvons réellement être suffisants? Je sais que dans les priorités du gouvernement, l'alimentation pour tous est un élément important, mais est-ce que vous pensez réellement que nous pouvons être autosuffisants et comment pouvons-nous y arriver? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc j'aimerais avoir le point de vue de chacun d'entre vous, l'œil du privé, du public et l'œil du représentant de la Ligue des consommateurs togolais. Merci. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez commencer. Monsieur Boab. Merci, Monsieur Kouvaye. L'autosuffisance alimentaire, oui, c'est possible. C'est possible dans la mesure où, à la place du blé, nous pouvons consommer du pain à base de farine de manioc panifié. Où en réalité, tous ces éléments, que ce soit les céréales que nous consommons, y figurent. C'est possible dans la mesure où le Togolais pourra s'intéresser au chocolat à base de cacao togolais qui, 2 ans consécutifs, est reconnu meilleur cacao du monde. Et donc, si le Togolais accepte de consommer ce cacao transformé par une unité de transformation comme Choco Togo, c'est aussi possible parce que l'alimentation, c'est une combinaison d'éléments nutritifs et non un gavage d'aliments. Tout est produit sur place. Notre pays aujourd'hui, en termes de carence, ce que nous savons, c'est en produits carnés que nous connaissons le déficit. Sinon, pour tout le reste, que ce soit les vitamines, les oligo-éléments, à travers les céréales et tout ce qui est produit, surtout que chaque année, au moins les excédents céréaliers, ils sont explosifs. Maintenant, à nous de nous intéresser aux produits locaux, consommer local. Donc, je profite en même temps vous dire que beaucoup quand même de dispositions sont prises pour résorber aussi ce déficit en produits carnés, que ce soit la viande, les œufs, tout ça, à travers, en tout cas, la réplique animalière de la ZAP qui était des produits végétaux. Nous avons aussi un programme des ZAP PB. Les ZAP, c'est des zones d'aménagement pour la production bovine. Ça permet de sédentariser les troupeaux, de produire leur alimentation sur place et de valoriser notre lait. Monsieur de l'ATC parlait du soja. Le poulet, c'est l'un des produits qui répond très vite au déficit en termes de produits carnés, dans la mesure où son cycle de multiplication est très court. Le poisson, c'en est un autre.
Donc aujourd'hui, le soja est l'élément de base qui doit servir aux provendries. C'est pourquoi le gouvernement fait des efforts pour que le soja produit sur place puisse être transformé localement afin qu'on puisse avoir, en tout cas en termes d'output, qu'on puisse avoir que ce soit l'huile du soja et maintenant les tourteaux de soja pour faire des provendries et développer maintenant la culture aviaire et la culture halieutique afin qu'on puisse répondre définitivement à cette fragilité, que ce soit en termes de sécurité alimentaire ou nutritionnelle. Donc je réitère pour conclure, c'est possible. C'est possible aussi parce que dans les ambitions de la feuille de route, il s'agit de produire massivement et qu'une bonne partie soit attribuée aux industriels, que sont M. Glé et les autres, aux industriels pour un démarrage de la transformation agro-industrielle avec en amont des laboratoires qui pourront en tout cas en termes de normes valoriser davantage nos produits et que nous puissions ne plus dépendre de l'extérieur. Mais en même temps, combiné à cette politique-là du consommer local, il nous revient, étudiants en tant que leader d'opinion, d'amener nos parents à donner plus de valeur à nos produits locaux. Le paradoxe, il est là. Lorsque moi, je dois consommer la pâte à base de maïs, à Koumé, produit localement, et que l'autre va prendre, que ce soit des spaghettis ou des coquillettes, bien mélangées, tout ça, ça a une connotation de l'huile fait partie de la classe aisée et que moi je n'ai pas accès à ça. Alors que en réalité les gens se battent pour avoir accès à nos produits qui à la base sont biologiques. Donc vraiment c'est un changement de mentalité, un changement de paradigme pour qu'on accepte que nous avons tout sur place. Merci beaucoup. Merci Monsieur Boab. Je me tourne vers vous Monsieur Glé pour avoir votre point de vue sur la question. L'autosuffisance alimentaire est bien possible. Est bien possible. Monsieur Boab a parlé des calories. Des calories, oui, c'est de cette manière-là qu'on mesure la qualité de notre alimentation. Et cela ne manque pas. Cela ne manque pas dans nos produits. Ce qui veut dire que l'autosuffisance alimentaire, oui, nous pouvons l'avoir. Et il faut seulement régler certains détails de production. Certains détails de production. Et par rapport à cela, nous, en tant qu'entrepreneurs ou industriels, nous disons que le maillon faible des industries que nous devons corriger, c'est les chaînes de valeur. Par exemple, si on produit du soja, dans toute sa chaîne de la filière, ça se tient et on crée alors de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des emplois, des résidus qui sont transformés en entreprises, qui sont des matières premières. Et on réduit aussi l'exportation des matières de base, c'est-à-dire le soja. Le soja traité coûte, je crois, le kilo coûte au moins 4500. Mais non traité, non travaillé, il coûte 250 francs. N'est-ce pas, mon frère? Je parle sous votre contrôle. Hein? Il coûte 250 francs le kilo non traité. Or, ça veut dire que l'emploi qui sera accordé au traitement du soja est parti à l'extérieur. Quelqu'un à l'extérieur qui l'a pris le kilo à 250 francs ici va l'amener chez lui, employer des gens
ces emplois-là, c'est à vous qu'on l'a shippé, à vous étudiants, qu'on l'a pris pour aller ailleurs, alors à bas prix, ils l'ont pris. Maintenant, ils ont pris 1 kilo de soja, par exemple, pour aller, en exemple, au Bénin à côté, traiter ce kilo-là avec la création des emplois béninois, et on nous renvoie ce soja-là traité qu'ils nous ont acheté à 250, et ils nous le vendent le kilo à 5000. Voyez-vous, à chaque fois que vous achetez 1 kilo de soja traité, eh bien, vous perdez, vous devenez faillible 4750 fois. Et vous vous êtes appauvri. Et vous avez rendu votre pays pauvre. Donc, nous pensons que ces mesures-là aussi doivent être prises. Et comment? Par rapport au Burkina, quand vous allez au Burkina, les exploitants de soja, quand vous voulez exporter le produit brut, vous devez payer sur le prix 15% pour qu'on, dans une cagnotte, dans un fonds, pour encourager l'entrepreneuriat. Mais si vous voulez l'exporter après transformation, vous payez moins de 0,10%. Vous payez moins de ça. Ça veut dire qu'il y a une volonté de décourager l'exportation et d'encourager la production locale pour bénéficier aussi des emplois. Alors, si nous avons des emplois et que nous avons des salaires améliorés et que nous avons donc la production locale, on est sûr qu'on sera beaucoup plus à l'aise. Produire ici et avec des emplois créés ici, ça veut dire que nous aurons beaucoup plus de résilience pour satisfaire aux besoins d'autosuffisance alimentaire. J'allais aussi dire que pour être autosuffisant dans l'alimentation, ce n'est pas les 10 cordées qui font moins d'1 hectare qu'il faut exploiter. L'exploitation d'une industrie agricole, le minimum c'est 10 hectares. 10 hectares minimum. Et quand on a plusieurs fois 10 hectares, dans la zone en question, ça fait 10 hectares fois 10. Ça fait 100. Alors, si on peut avoir 100 hectares côte à côte, avec des possibilités de traitement, si nécessaire, d'un seul coup, eh bien, ça réduit aussi le coût. Et nous allons avoir de l'autosuffisance alimentaire. Il y a des démarches qu'il faut faire pour aboutir à l'autosuffisance alimentaire. On peut aussi avoir des normes canoniques. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Togolais mange au nord, au centre, au sud? Les développer. Et ça, au moins, on sait que ceux du nord, ils vont avoir au moins un plat de 1000 par jour. Ceux du sud auront au moins un plat de foufou par jour, le manioc. Hein? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ces normes canoniques peuvent nous permettre d'être autosuffisants. L'alimentation, la petite alimentation, n'existe pas. L'alimentation normale, ce n'est que ça qui existe. Mais on ne peut pas dire qu'au Togo, il n'y a pas une spécificité des aliments au nord, au centre et au sud. Ça existe. Il suffit de les développer pour qu'à chaque fois, nous ayons à chaque niveau du pays de l'alimentation facile. Merci. Merci beaucoup, M. Glé, pour ces rappels. Nous convenons avec vous de l'importance de la création et de l'entretien de ces chaînes de valeur et surtout de l'importance de la transformation. Donc à vous, chers étudiants qui pensez à produire ou bien à vous lancer dans l'agriculture, il faut penser, comme il a rappelé, à ne pas s'arrêter à la production et à l'exportation du produit brut, mais aussi et surtout à la transformation, parce que comme on peut le voir dans le cas du soja, du produit brut au produit transformé une première fois, on a déjà un facteur de 20 au niveau de la valeur, et on peut encore penser à rajouter plus de valeur à ce produit-là, et ce faisant, créant des emplois pour nous tous. Monsieur Aboka, je me tourne maintenant vers vous. Oui, merci, Monsieur Koularé.
Et comme l'ont dit mes prédécesseurs toujours, que c'est possible l'autosuffisance alimentaire. Et nous, les consommateurs, notre souhait, c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Le représentant du ministère de l'Agriculture a dit, par exemple, le maïs, le frigo connaît toujours des accidents. C'est une bonne nouvelle, mais cependant, il faudra que le prix soit au moins, tout au plus, à 350. Vous voyez, c'est en ce moment qu'on va se rendre compte vraiment qu'il y a des accidents. Et s'il y a des accidents et que le maïs, des fois, on achète le maïs jusqu'à 800 francs, il y a un problème. Et je voudrais saisir l'occasion aussi pour encourager nous tous, que chacun fasse un petit champ. Et puis surtout ceux-là qui achètent des dizaines d'hectares, ils les gardent, ils l'exploitent. Ce n'est pas normal. Et vraiment, chez nous, il faudrait qu'on ait un petit jardin, ne serait-ce que pour la tomate, le piment, même avec des bidons un peu de terre, nous pouvons quand même faire ces petits champs. Comme ça nous éviterait, ne serait-ce que pour le piment, qu'on ait ces petits éléments à la maison. Et M. Béa a parlé de l'engrais à base de l'urine, de vaches, c'est vrai, c'est l'urée. Et au ministère de la Santé, ils avaient vulgarisé dans le temps les toilettes, les lavatoires de type opposant. Opposant, on récupère les urines. Or, l'engrais urée, l'urine, c'est à base de l'urée. Si on vulgarise, c'est seulement qu'on va plus importer une grande quantité et l'engrais est à base de l'urée. Vous voyez, donc, vraiment, c'est bon pour vous en tant que consommateur. Je vous remercie. Merci Monsieur Aboka. Nous concluons donc ainsi l'exposé des panélistes sur cette note d'optimisme. Oui, il est définitivement possible pour nous d'être autosuffisants alimentairement. Et en comblant ce besoin d'alimentation, en renforçant notre résilience à ces crises ou bien à ces coûts exogènes qui nous déstabilisent, et en satisfaisant ainsi ce besoin primaire, quel besoin d'alimentation pour chacun d'entre nous, nous permettons, ou en tout cas nous nous donnons la possibilité de développer plus nos pays, parce qu'un peuple bien nourri, c'est un peuple en bonne santé qui peut contribuer au développement de son pays. Donc je ne sais pas si les questions en ligne sont déjà prêtes, mais en attendant, on peut déjà commencer à prendre des questions dans la salle s'il y en a à l'endroit des panélistes. Je vous remercie. Monsieur devant ici. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Un moment. Bonjour d'abord aux panélistes, bonjour aussi au public. J'ai écouté très attentivement l'intervention des différents panélistes sur la question pour lutter contre la malnutrition et l'autosuffisance alimentaire. Moi, je voulais savoir comment on arrive à répondre à cette problématique au niveau aujourd'hui où nous sommes, les grands ensembles aujourd'hui comme l'Union européenne. On parle aujourd'hui maintenant au niveau de la ZECAF, la zone de libre-échange continentale. Est-ce que le fait de vouloir toujours au niveau de l'Afrique se fermer, parce que là depuis que j'écoute les échanges, on parle plutôt de créer l'emploi au niveau national par rapport à lutter effectivement avec les pays voisins, quels sont les atouts que la ZECAF aujourd'hui ou l'intégration sous-régionale ou continentale peut être un apport fort pour répondre aux préoccupations des Africains de manière générale? Très bien, merci. Si j'ai bien compris votre question, vous demandiez les atouts de la ZLECAF ou en tout cas de l'intégration africaine. Voilà, qu'est-ce que la ZLECAF peut nous apporter concrètement dans cette problématique? Bien, chers panélistes, la question vous est ainsi posée. Monsieur Glé, vous souhaitez vous y coller pour commencer? Bien, je vous remercie, monsieur. La ZLECAF est un grand marché d'1,4 milliard de consommateurs. Ça veut dire que notre marché, aussi petit que 8 millions d'habitants, est subitement agrandi de 8 millions d'habitants à 1,4 milliard d'habitants. Ça nous apporte la possibilité de commercer, c'est-à-dire de vendre nos produits à d'autres pays dans notre zone africaine. Eh bien, à des coûts de taxation
préférentielle, c'est-à-dire entre les pays de la zone. C'est ce que nous avons entre les pays de l'UEMOA, ils sont 8. C'est ce que nous avions aussi avec les pays de la CEDEAO, ils sont 15. Maintenant, ils sont 54. Alors, je dirais que dans un premier temps, cette adhésion à la ZLECAf nous apporte la même pression que nous apporte maintenant la situation de nos pénuries. Elle est ouverte sur tous les pays, chacun dans l'autre. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention et que nous ne nous appliquons pas dans les normes de qualité qu'exige l'affaire, nous serons devenus un dépotoir des biens étrangers et nous ne serons que des consommateurs. Mais si nous nous appliquons à comprendre le système et que nous nous organisons pour produire par rapport au système, nous serons très gagnants. Parce que celui qui nous permet d'avoir un marché plus grand et qui accepte nos produits avec de la valeur ajoutée en termes de prix qualifiés, nous permet d'être résilients en termes d'entrepreneurs ou d'industriels. Mais le tour sera joué par nous-mêmes. Si nous ne savons pas nous introduire là-dedans par rapport aux normes qui sont exigées par ce marché aussi grand, nous attendrons longtemps et nous serons devenus peut-être pas très bien. Je donne un exemple. L'UEMOA avait un programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises de la zone UEMOA. Et les 5 premières années, l'UEMOA a mis en place une ligne de financement de 5 milliards pour chacun des pays. Mais il faut avoir sollicité cela. Si vous le sollicitez, on vous le donne au fur et à mesure jusqu'à atteindre ce niveau. Si vous ne pouvez pas l'atteindre, eh bien, à la fin de l'année, le fonds retourne aux bailleurs. Mais notre pays avait été aussi mis au courant. Mais nous n'avions pu utiliser que des 5 milliards, que 200 millions. Et après, l'argent est retourné aux bailleurs. Ce n'est pas la faute de l'État. Lui, il a mis la structure en place, mais c'est la faute à celui qui doit pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire nous autres entrepreneurs. Eh bien, on a réitéré cela. 10 ans après, le bailleur s'est retiré en disant que maintenant vous êtes habitués au principe. Débrouillez-vous, nous allons quand même vous appuyer. Et c'est là où nous sommes maintenant. Pour l'heure, la ZLECAf n'a pas mis de fonds en place pour appuyer la normalisation des États, pour qu'ils rentrent dans les normes de la possibilité d'exportation. Mais l'Union européenne, quand elle était dans son niveau de communauté européenne, il y avait des pays, ils étaient 7 au début, il y avait des pays qui n'avaient pas les normes régulières pour atteindre le niveau des exportations prévues. C'était le Portugal, l'Italie du Sud, l'Espagne, et il a fallu qu'on utilise des normes de production de l'Allemagne qui s'est développée avec les petites et moyennes entreprises pour mettre à niveau ces 3 pays-là. Et quand cela a été fait, on les a commis tous ensemble, les 7, qui sont les premiers de la création de l'Union, la communauté européenne devenue Union européenne, et puis ils commercent ensemble, au même niveau de crédibilité industrielle. Mais la ZLECAf n'a pas mis en place une structure pareille. C'est à tous les États maintenant de faire de leur mieux pour répondre aux normes des marchés qui exigent la qualité par rapport au prix. Donc,
Si vous pouvez comprendre, ça veut dire que nous devons améliorer nos démarches de production. Je dis par exemple l'AGOA. Elles sont des normes américaines qui permettent à certains produits de certains pays africains, dont le Togo, de vendre aux États-Unis sans taxe. Mais comme nous n'avons pas respecté ces normes-là, eh bien, le Togo n'a pas pu bénéficier de son quota de quelques milliards, je crois 6 milliards de francs d'exportation par année. On n'a pas entièrement, je ne sais pas si on a besoin de 100 millions, on a utilisé même 100 millions. Et c'est un processus qui a été mis en place, géré par le ministère du Commerce et de l'Industrie du Togo. Alors, ça veut dire que la ZLECAf va nous permettre de gagner et de réussir, mais elle peut nous absorber aussi. Voilà un peu ce que j'ai sur l'apport que la ZLECAf nous donne. Merci beaucoup, M. Glé. En résumé, la ZLECAf, c'est une opportunité, mais il faut qu'on s'y prépare pour que ça ne contienne pas des effets négatifs, pour que ça ne nous absorbe pas. Merci. Nous allons rapidement prendre deux questions qui sont venues en ligne. Et je me tourne vers M. Bouab, notre représentant de l'autorité publique. Alors la première, elle est très simple et très directe. Le phosphate est-il transformé au Togo? Question très simple et directe, M. Bouab. Si vous avez la réponse, oui, c'est la première question. Nous irons à la seconde tout à l'heure. Merci. Avant de répondre à cette question, je vais embrayer sur la ZLECAf. Et oui, on aura la réponse dedans. La ZLECAf, c'est arriver à faire valoir notre gombo fétri produit au Togo et dont la valeur est la même au Bénin. Et sachant tout l'itinéraire technique avec beaucoup de réduction de barrières pour que ce gombo-là puisse être valorisé là-bas. La ZLECAf, c'est arriver à produire des engrais dont la production est assez énergivore, dont la production a forcément besoin des produits pétroliers et du gaz. Arriver à combiner tout ceci entre le Maroc, par exemple, et le Togo qui produisent du phosphate, l'Algérie qui produit du gaz et du pétrole, arriver à combiner tout ceci ensemble pour que l'Afrique devienne autonome en termes de disponibilisation d'engrais. Donc, je ne vais pas payer répondre à la question. Notre phosphate, nous avons besoin de beaucoup d'autres choses pour le valoriser. Et donc, ce n'est pas encore disponible. Et surtout, la production d'engrais, c'est l'énergie à outrance dont il faut disposer. Et encore, même le Maroc qui est là-bas n'a pas encore ces capacités de produire des engrais complexes. Merci. Donc la réponse est claire, nous ne transformons pas encore le phosphate chez nous parce que nous n'avons pas encore tout ce qu'il faut pour le faire, si je comprends bien la réponse de M. Bouab. La seconde question, je me tourne toujours vers vous, M. Bouab. Nous remarquons que les produits locaux coûtent plus cher. Qu'est-ce que l'État peut faire pour atténuer ce problème majeur? Bon, ce n'est pas que l'État, M. Glé aussi, ici, qui représente les industriels, est concerné, mais la question est posée à l'autorité publique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atténuer le problème de la cherté des produits locaux? Parce que nous avons parlé tantôt d'agriculture durable et d'utilisation d'engrais organiques, du fumier fait chez nous. Mais si tout ça aboutit à la production de produits qui sont plus chers que les produits importés, ça rend difficile le changement de comportement que nous appelons de nos voeux. Alors, M. Bouab, qu'est-ce que l'État peut faire pour aider à résorber ce problème, à rendre les produits locaux
à des prix abordables pour le citoyen lambda. Merci au spectateur qui a posé la question. Mais je crois que bien que l'État peut faire beaucoup de choses, l'État fait déjà quelque chose. Lorsque nos produits coûtent plus cher parce que nous ne produisons pas à échelle, vous voyez ces femmes qui distribuent du jus là-bas. Pour ceux qui ont les moyens pour réduire en tout cas les charges de production, ça se produit en chaîne et ça réduit autant le délai pour le travailleur qui est là, ça réduit l'énergie dont il a besoin et tout ça. C'est vrai que même en termes d'emballage et tout ça, tout se fait à la chaîne. Chez nous, il faut prendre une journée pour produire un casier de jus d'ananas. Pourquoi le prix de la bouteille d'un jus d'ananas, une bouteille de 0,33 ne coûterait pas 400? C'est normal. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire? Un maïs qui est sorti d'un champ dont la superficie est de 1,5 hectare coûtera plus cher en termes de production qu'un maïs qui est sorti d'une ZAP dont la superficie est de 100 hectares. Je crois que la réponse y est. On combine tous les facteurs de production et je crois que là nous parlons d'économie d'échelle. Tant qu'on n'a pas encore atteint un seuil, à chaque fois que nous augmentons la production, ça réduit progressivement les charges jusqu'à atteindre le seuil. Parce que c'est ça que je dis, tu veux labourer, je vais donner un exemple qui est très simple, tu veux labourer un demi-hectare de champ de maïs qui se trouve à 10 km. Et l'autre veut labourer un demi-hectare d'un champ, 100 hectares plutôt, d'un champ de maïs qui se trouve à même distance. Il faut amener le tracteur jusqu'au champ. Demi-hectare, les charges de déplacement pour aller, la mobilisation du tractoriste pour aller, même tout ce qu'il faut mettre autour pour labourer ce champ, c'est presque les mêmes charges en termes de logistique pour aller labourer un champ de 100 hectares. Je vends mon maïs, le bol à 200, tu le vendras à 1800 ou bien 800 francs. Donc voilà un peu les efforts que l'État fait en termes de, je peux dire, combinaison ou bien cumulation des facteurs de production pour que ce soit nos industriels, que ce soit nos producteurs de matières premières, pour qu'on puisse réduire les prix. Mais derrière, il y a tout un esprit d'accompagnement. La promotion des investissements, c'est l'ouverture, en tout cas, à des réductions de charges fiscales, en tout cas des facilités pour que la production puisse baisser substantiellement et que de charges et pour que nos produits deviennent plus compétitifs. C'est d'ailleurs même ça notre faiblesse. Le riz thaïlandais, malgré qu'il est transporté de la Thaïlande jusqu'au Togo, il coûte moins cher par rapport à notre riz délice qui est produit à Diablé ici. Donc voilà un peu les efforts dont fait l'État. Merci. Merci M. Wab. Je pense que la réponse est claire. Pour baisser les coûts, il faut baisser les charges de production. Et la contribution de l'État, c'est d'aider à agréger, à combiner les facteurs de production afin de produire à échelle et donc ainsi réduire le coût de production, ce qui mécaniquement aura un impact sur le coût de revient et donc le coût de vente des produits. Nous allons encore prendre 2 questions dans la salle avant de terminer. Je crois qu'il y avait 2 mains. Oui, monsieur, je crois qu'il y avait une autre main de l'autre côté aussi. Nous allons prendre ces 2 questions. Voilà, monsieur de l'autre côté. Oui, monsieur, ici. Le micro, s'il vous plaît. Ah, monsieur voulait poser une question?
Bon, on va prendre le monsieur derrière vous et ensuite vous irez. Micro, s'il vous plaît. La régie. Moi, c'est Assad Matonkou, je suis responsable de la société ici Médasienne. Nous avons des solutions technologiques et outils. On a un peu de mal à vous entendre, s'il vous plaît. Je dis nous avons les meilleurs outils et technologies pour ouvrir la frontière. Donc, ma question va directement au président. Si nous prenons, par exemple, les dépenses de l'Afrique chaque année en ce qui concerne les produits vivrières ou les produits importés, l'Afrique dépense banalement quelque chose de 35 milliards de dollars pour importer les produits de l'étranger. En tant qu'industriel, j'aimerais savoir quel est le taux pour comment dire, le pourcentage, par exemple, que l'industrie togolaise essaie de saisir de cette dépense-là, ou bien quelle est la part que l'industrie togolaise essaie de capter. Ok, je vais essayer de traduire rapidement sur l'anglais. Quelle est la part, puisque nous, au Togo, et si on ne va pas prendre toute l'Afrique, au Togo, nous dépensons un certain montant pour importer des produits. Donc, quelle part de ce total dépensé là, l'industrie essaye de capter pour que nous n'achetions plus à l'extérieur, mais que nous achetions localement? C'est bien ça votre question? Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais très vite en 1 minute pour qu'on reste en temps. Oui, je crois que votre question est la bienvenue. Mais vous dire maintenant que des 37 milliards dont vous parlez, je crois que c'est plus, nous avons un quota prévu pour le Togo. Non, il n'y a pas de quota prévu. Mais c'est par rapport aux situations macroéconomiques que l'on détermine qu'en telle année, tel pays a eu tel type et quantité d'exportation et d'importation. C'est à ce moment-là qu'on dit que la balance est déficitaire ou excédentaire. Mais celui qui importe beaucoup est toujours déficitaire. Voilà un peu, nous sommes dans la commercialisation pour le moment, nous ne sommes pas dans la production et l'exportation en masse. Donc globalement, le Togo exporte beaucoup et il n'importe pas beaucoup. Alors nous allons prendre la question du monsieur juste devant. Je vous remercie. Je remercie les intervenants pour leur contribution très enrichissante. Moi, ma question se situe au niveau de notre système de production qui est mis en place actuellement, le programme dont M. Bon nous parlait à propos des actes. Le problème que moi j'identifie à ce niveau, j'aimerais savoir tout d'abord si une étude de faisabilité a été faite avant de lancer ce genre de programme. Parce que nous avons connu des programmes qui ont été réalisés, mais les résultats sont parfois mitigés. Et pour d'autres, les résultats tardent à être visibles sur le terrain. J'aimerais savoir s'ils ont effectué ce genre d'études d'abord. Bon, en dehors de ça, j'aimerais parler, quand nous parlons aussi de la mécanisation, quittons l'agriculture traditionnelle aratoire, en migrant vers la mécanisation, j'aimerais savoir ceux-là qui sont des entrepreneurs, qui ont élaboré des outils
sur le terrain, les locaux. Par exemple, le monsieur, je ne sais pas si c'est le monsieur Boubou qui avait fabriqué les tracteurs. Bon, est-ce que l'État l'a aidé pour développer ces outils qui sont plus adaptés à notre climat, ou bien on entend importer les tracteurs des pays européens qui arrivent ici, qui tombent en panne? Une autre question, s'il vous plaît. Et c'est très important, c'est l'aspect que je voulais aborder tout de suite. Quand nous parlons de mécanisation, il a parlé des drones qui vont pulvériser autres. Et je reviens à l'intervention de M. Avocat. Nous n'avons pas le choix. Le choix actuellement, c'est de ne pas commettre l'erreur que les pays européens avaient commise à travers leur agriculture intensive. Nous devons utiliser des produits naturels. Les sont des pesticides et autres. C'est des produits naturels. Je donne un exemple. Monsieur, s'il vous plaît, il nous reste 3 minutes, donc nous allons répondre à vos 3 questions. Je vais vous demander de garder l'exemple. Monsieur Boab a pris les 3 questions, donc s'il vous plaît, je comprends l'intérêt, les questions sont très intéressantes, mais malheureusement, on ne peut pas dépasser le temps. Donc, si vous permettez, Monsieur Boab va répondre aux 3 questions et nous allons conclure. Merci. 1 minute par question. Merci. C'est monsieur... Je vais commencer par votre dernière question. Monsieur Dou. D'accord. Votre dernière question, oui. Nous avons parlé de la promotion de l'agriculture biologique, l'agroécologie et tout ça. Mais je crois qu'il y a des pesticides biologiques. Vous savez, vous êtes sans savoir même que le Togo est l'un des premiers pays dans la sous-région à défendre le glyphosate. Maintenant, c'est le fait de le mettre en œuvre qui est un peu difficile compte tenu de la porosité de nos frontières et tout ça. Et nous avons toute une liste de produits homologués qui circulent et qui est disponible. Donc là, je parlais de la première et la dernière question. Oui, et la mécanisation. Bien sûr, il y a 2-3 ans, à travers certains de nos projets, Monsieur Logou, par exemple, qui a été votre exemple, a été accompagné. Donc, dans le montage même de son modèle de tracteur, qui est le Logou Track, Monsieur Logou a fait des stages à l'extérieur sur le dos de l'État. Nous l'avons accompagné et lorsqu'il a produit sa première commande de tracteur, c'était en 2021 que, en tout cas, cette commande a été livrée. Je vais vous surprendre en vous disant que j'étais même la personne, le représentant du ministère, qui était allé réceptionner ces engins et qui a confié aux coopératives bénéficiaires. Donc, et pour les questions liées en général aux machines-outils, nous en faisons la promotion. Nous en faisons la promotion parce que nous mettons les producteurs, les coopératives en contact de ces fabricants de machines-outils, puisque c'est très pratique, léger, moins cher. L'État fait en tout cas l'effort dont il peut pour y aller. La question des ARP, études de faisabilité. Oui, des études ont été faites, mais peut-être nous allons dire, nous-mêmes nous avons constaté ces derniers moments qu'il y a certaines faiblesses liées à ces genres d'évaluation. Et nous sommes en train d'affiner cela. Mais la réponse dont je peux vous donner à travers ceci est que cette question des arbres n'est pas une habitude, ce n'est pas notre culture. Donc ça a commencé timidement. Mais là où ça a pris, nous avons pris quand même ces comités de gestion de ces arbres-là qui servent maintenant de modèle pour que les autres puissent apprendre. À certains endroits, oui, des questions liées au foncier, il y a des petits problèmes comme ça. Ou même des fois, puisque la ZAP, à ce jour, il est dit qu'elle ne doit pas, on ne doit pas dépasser 2 cultures. Lorsqu'on dépasse 2 cultures, ce n'est plus une ZAP. La ZAP, c'est que sur place, tous les producteurs qui ont leur parcelle doivent se faire au même moment pour que l'accompagnement soit normal. Lorsque nous regardons chez les Occidentaux, nous voyons ces zones de production-là. Ce n'est pas du jour au lendemain que c'est né et mûr. Nous avons des difficultés et progressivement, ça s'élimine une à une. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Bois. Et je suis désolé, on ne peut pas prendre toutes les questions, mais je note avec plaisir l'intérêt autour de ces questions. Les panélistes sont là et je vous encouragerai. Nous allons bien entendu conclure tout à l'heure. Mais si vous avez d'autres questions que vous souhaitez poser à chacun d'entre eux tout à l'heure là, vous pouvez les approcher et je suis sûr qu'ils seront, qu'ils répondront à toutes vos préoccupations avec plaisir. Alors nous sommes donc arrivés à la fin de notre panel et je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis avec intérêt ici devant moi et aussi en ligne. Et nous vous souhaitons une bonne suite pour le reste des activités du Salon Férine édition 2022. Merci à tous et à très bientôt.